Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Dans mon rapport à la nourriture, il y a presque un volet de punition que j'ai analysé. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je me vois manger, donc je mange, mais par plaisir. Je mange pas comme un fou, ouais. Mais je mange par plaisir. Une pizza, un verre de vin ou deux, parce qu'on fait une fête, on célèbre un truc, etc. Et puis le lendemain, le rapport que je vais avoir avec la nourriture, ça va être de la privation, mais pour me punir, ouais. Compenser de ce que j'ai fait la veille. Exactement ce que je me disais, il se punit. Bonjour à vous et bienvenue sur ABC Talk dans l'émission « Et si on papotait ?» Au programme d'aujourd'hui, nous allons parler de poids. Pour nos invités, le poids, c'est une bataille, ou ça a été une bataille. Et c'est important que je rappelle qu'en 2022, une personne sur 8 dans le monde était obèse et que l'obésité chez les adultes a plus que doublé à l'échelle mondiale depuis 1990. Alors, petite définition tout de même, on va différencier le surpoids, qui est un état caractérisé par un dépôt excessif de tissu adipeux, de l'obésité, où là on est sur une maladie, et j'insiste bien sur le mot maladie, une maladie chronique, complexe, qui va effectivement aussi se définir par un dépôt excessif de tissu adipeux. Pour en parler en plateau, aujourd'hui nous avons deux magnifiques invités, puisque je n'ai que des magnifiques invités en plateau. On a Loïc Landreau. Bonjour Loïc. Bonjour. Donc Loïc, toi tu as 41 ans, on a le droit de le dire, 41 ans. Tu es présentateur de l'émission Le Pourquoi du Comment sur KTO Télévision. Tu es auteur, narrateur de podcasts culturels. Donc Les Secrets du Ciné, tu me corriges si je fais une faute. Hein, Les Secrets du Ciné sur les coulisses des tournages de films cultes. C'est bien ça. Le meilleur résumé. Donc là, ça propose un résumé d'une œuvre littéraire française, en totale immersion audio. Bon, j'avoue que je connais, je fais semblant de ne pas connaître, mais vu que je t'ai déjà écouté. Scénariste aussi, tu as un CV très très long. En ce moment, il est en cours de production, un long métrage. Exactement, un long métrage. Padre, exactement. Et formateur à la prise de parole en public, qui d'ailleurs t'amène à écrire un livre, n'est-ce pas? Oui, il y a un livre effectivement qui est sorti qui s'appelle Oser la lumière, le cinéma au service de votre réussite. En gros, je prends les grandes répliques du cinéma international qui, moi, m'ont aidé à passer un cap dans ma vie professionnelle ou personnelle et je les associe en gros à la prise de parole en public, la confiance en soi, la légitimité, bref, tout ce qui nous étreint tous au quotidien pour passer un cap. Voilà, superbe. À la lumière du cinéma. Donc, Oser la lumière aux éditions Jouvence. Exactement. C'est ça, je ne me trompe pas. Bon, superbe. Et donc, toi, tu as un vécu particulier avec le poids. On en parle juste après. Gwendoline Tronel, enchantée. Enfin, enchantée. Tu es déjà venue en plateau pour nous parler d'un sujet assez lourd. C'était la dépression. Exactement. Là, aujourd'hui, on va parler de poids, de choses que les gens n'ont pas forcément su lorsque tu étais venue la première fois. Donc, tu es maman d'une petite fille de 3 ans. Tu es sportive, marathonienne, nous en parlions dans les loges, et ancienne obèse qui a dépassé la barre des 100 kilos. Donc, c'est important qu'on parle aujourd'hui de comment tu as vécu ça. Tu aimes la vie. Tu aimes l'humain, le fromage et le chocolat. Évidemment. Ça, c'est magnifique. Et tu es quand même thérapeute et coach. Tu accompagnes tes clients vers leur épanouissement personnel grâce à l'hypnose. Et d'autres outils, d'ailleurs, de développement personnel. Tu me dis organiser des week-ends bien-être dans toute la France pour permettre à chacun de se reconnecter, de se ressourcer, d'atteindre eux aussi leurs objectifs. Et ta devise, c'est, enfin, t'en as plusieurs, mais celle que j'ai, moi, sous les yeux, si tu peux le rêver, alors tu peux le faire. Bon, eh bien, on va commencer par toi, Gwendoline. Ok, super. Comment ça s'est passé? Pourquoi as-tu atteint plus de 100 kilos? On va commencer par la base. Est-ce que tu as toujours été une enfant un peu ronde? Qu'est-ce qui, d'après toi, t'a fait arriver à ce poids-là? Alors, moi, mon histoire avec le poids, j'ai été une petite fille qui n'avait pas forcément de problème de poids particulier. Ça a commencé à l'adolescence.
je me suis découverte une passion pour être seule, pour pouvoir manger ce que je voulais. Parce que j'avais une maman, du coup, qui ne m'autorisait pas à me servir moi-même dans le frigo, qui était un peu à contrôler, justement, ce que j'allais manger. Parce qu'elle-même avait des problèmes de poids Oui. ou pas? Oui, elle faisait souvent le yo-yo et était toujours en recherche du corps parfait et de se sentir mieux. Et donc, j'adorais quand mes parents partaient. Et donc, voilà, là, c'était... je mangeais tout ce qui pouvait être là et je programmais même, en fait, à me dire, je vais manger ça, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Dans la préméditation de ce qui allait se passer, les parents vont partir. Et exactement. Trop contente, quoi. C'était vraiment, waouh, jour de fête. Et voilà. Et ça a commencé comme ça, où je me revois allumer la friteuse, plonger des frites. Ah, ça allait jusque-là, mais à n'importe quelle heure. Là, on est sur les frites sur le repas du déjeuner. Je respectais quand même des repas. Hein. Je respectais des repas. Là, c'était le midi, en l'occurrence, mais je le faisais plus tardivement. Oui, vous inquiétez pas, je vais trouver quelque chose à manger. Et donc, friteuse, frites, que j'accompagnais avec une petite dose de beurre. Étant bretonne, voilà, c'était frites beurre. Les frites dans le beurre, génial. Ça se fait en Bretagne, ça? Ou c'était une invention de Gwendoline? En tout cas, c'est voilà, un petit doute sur le... Exactement. Et puis voilà, après, je rajoutais tout un tas de choses, du fromage, et puis ça s'arrêtait pas ensuite. D'abord le salé, puis le sucré. J'ai pas de préférence, moi, pour le sucré ou le salé. Et ça a commencé comme ça. Et surtout, en fait, maintenant, avec le recul, je me rends compte que effectivement, c'était pour combler quelque chose, un manque, une grande solitude. Et j'ai réussi à retrouver un poids de forme à 18 ans. Et là, donc super, je me sentais... Tu avais perdu du poids, en fait, quand tu dis j'ai retrouvé un j'avais pris, voilà, c'est ça, j'avais pris du coup du poids, mais c'est vrai que c'était du surpoids. On n'était pas encore à la problématique d'obésité. C'était une dizaine de kilos en plus par rapport à mon poids habituel, par rapport à ma courbe. Et donc voilà, et ensuite, donc j'ai retrouvé la ligne, si on peut dire ça comme ça. Et donc à 18 ans, et ensuite je rencontre un homme, pas forcément très gentil avec moi, avec qui je me mets tout de suite en ménage, donc trop bien, je peux acheter ce que je veux, je fais mes courses comme j'ai envie. Donc là tout de suite, donc il y a le truc, les kilos plaisir, mais après voilà, on rentre dans un truc très toxique et en fait la nourriture m'a sauvée à ce moment-là. Donc c'est une compensation. Exactement. Et donc là, je prends 40 kilos, plus de 40 kilos. En combien de temps? C'était très rapide, en 2 ans. En 2 ans. Ouais. Mais moi, je me vois pas. Je me vois pas comme ça dans le miroir, en fait. Les gens autour de toi le voyaient? Te disaient quelque chose? Ouais. Mais te voyaient pas manger, forcément? Non. Après, je ne mangeais pas... je n'avais pas ces trucs un peu qu'on pourrait dire comme de la boulimie, à me dire voilà, je vais me remplir. Quelque chose de compulsif. C'était pas ça, c'était vraiment je mangeais et je mangeais pas forcément sainement, mais je mangeais pas jusqu'à me remplir, c'était pas ça, c'était vraiment vivement ça va être mon petit plaisir, au moins je vais avoir ça, je vais avoir ma meilleure copine qui va pouvoir me consoler. Et là je prends 40 kilos et ne dis plus rien. Et voilà. Je vais passer à Loïc parce que je vais laisser un peu de suspense tout de même. C'est ça. Loïc. Oui. Toi, c'est différent. Tu n'as pas été, tu n'es pas un ancien obèse. Non, et d'ailleurs, c'est drôle parce que quand j'ai dit que je venais faire ton émission sur ce thème-là, il y a plein de gens qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas faire à parler de ça en fait? Tout va bien. Tu vas beaucoup apporter, je pense. Tout va bien. Regarde-toi, t'es pas gros, t'es pas ceci. Et je leur dis oui, mais en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que mon rapport à la nourriture est problématique depuis que j'ai entre 7 et 8 ans. Et quand je dis problématique, c'est réellement au quotidien. Et j'ai commencé à grossir ou à avoir ce rapport très bizarre aux environs, de 7-8 ans. Moi, je suis fils unique.
C'est pas un choix de la part de mes parents. Ma maman a fait une fausse couche et elle a plus pu avoir d'enfants après, même si elle a essayé. Et donc, en tant que fils unique, avec des parents qui travaillent beaucoup, un petit peu comme toi et un peu comme beaucoup de gens qui nous regardent, il y a rien de très exceptionnel ou de très original. Mais j'ai été souvent très seul. Et les premiers souvenirs que j'ai de ce rapport compliqué, c'était surtout les week-ends. Parce que venant du sud de la France, chez nous, la sieste, c'est important. Et mes parents, donc, le samedi et le dimanche, avaient toujours leur petite heure et demie de sieste. Et moi, je me retrouvais tout seul dans ma chambre. Je jouais, j'avais pas encore accès à la télé, donc voilà. Et c'était dans ces moments-là, dans leur dos, en faisant... Alors vraiment, je me rappelle ouvrir, tu sais, la porte de ma chambre sans faire de bruit, la porte de la cuisine un peu dans le même sans contexte, faire de bruit. quand même. Et alors, il y avait ce que j'appelle encore aujourd'hui le placard aux merveilles, parce que ma maman achetait toujours plein de trucs super cool. Et donc, je prenais une chaise et j'allais me servir donc, dans ce placard. Elle achetait à l'époque aussi des berlingots, tu sais, de lait sucré. Tu sais, le lait là que tu... C'est amusant parce qu'il ne parle qu'à moi, mais pas à Gwendoline, qui est beaucoup plus jeune, en fait. C'est ça. Parce que les berlingots, c'est notre époque à nous. J'ai la ref. Oui, les berlingots, oui. Mais voilà, tu sais, les berlingots oui, sucrés. Il y avait donc... même différentes saveurs. Exactement. Moi, c'était vanille. Moi, vanille c'était était nature. très bien, oui. Mais du coup, quand tu prends ce shot-là, tu te remplis de sucre pendant 8 ans, à peu près. Hein. Donc, je mangeais ça, ou alors j'allais dans le frigo et je mangeais alors on peut dire des marques sur ce plateau ou pas on va dire, des barres chocolatées. Non, des saucisses, de Strasbourg pour enfants. Voilà. Oui, d'accord. Voilà, ça commence par un K, ça finit par Aki. Et donc, voilà. Et je mangeais ça cru. Je l'ai mangé cru. Je mangeais tout ce qui était possible. Oui, voilà. Froide. Voilà, froide et pas cuite, etc. Et c'était vraiment rapidement, j'ai associé la nourriture au fait de me remplir de quelque chose à un moment où et mes parents l'ont pas forcément identifié. Je pense même que en regardant cette émission, ils vont peut-être le découvrir ou l'appréhender. Mais je me sentais extrêmement seul à ces moments-là, précis. Et ça, c'est avec le recul. Hein, c'est avec le recul, bien oui. sûr. Et c'est le seul moment que je trouvais donc pour aller. Je mangeais pour m'accompagner, pour trouver quelque chose à faire, pour me remplir de ce que j'avais pas en termes de relationnel. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui encore, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça s'est jamais arrêté. Manger, c'est mes émotions. Je suis content, je mange. Je suis triste, je mange. Je suis angoissé, je mange. Je suis pas angoissé, je mange. J'ai des réussites, je mange. J'ai des échecs et des rejets, je mange. C'est ton doudou. C'est mon doudou. En permanence, il est là pour les joies et les malheurs. Mais réellement, tu sais, c'est intérieur, c'est-à-dire que c'est palpable. C'est pas genre mon esprit qui fait ça. C'est-à-dire que quand j'ai l'émotion qui arrive, j'ai l'appel de la bouffe qui vient me prendre, mais par le col, vraiment. Et il faut que je trouve quelque chose, comme si j'avais pas mangé depuis le matin même. Et il faut absolument que... Est-ce que là, on n'est pas sur de la pulsion? La façon dont tu le décris, complètement. tu le sens. À la différence de Gwendoline, qui ne parlait pas forcément de pulsion alimentaire. Quand même, j'y pensais. J'avais qu'une hâte, c'était que... Tu y pensais, mais dans l'acte, j'avais l'impression que tu le décrivais pas comme une pulsion. C'était... dans ma tête, il y avait la musique. Enfin, clairement, c'était le plus beau jour de ma vie, quoi. Et pour le coup, moi, ma mère ne faisait pas forcément les courses avec un placard. Il y avait un placard, mais au contraire... Il était pas aux merveilles. Il était... mais la différence entre vous deux, vous me dites si je me trompe, toi, ta maman t'interdisait, toi, il t'interdisait d'aller manger. Pourquoi tu y allais discrètement? Parce que finalement, autant y aller... Parce que j'avais honte. Ah, tu savais que c'était pas bien? Parce que j'avais honte. Mais qui t'avait dit que c'était mal? C'est pas si mal. Alors moi, vu que je suis diététicienne, c'est pas si mal que ça d'aller manger quand on a envie de manger. Non, même si c'est une barre chocolatée ou des saucisses qui commencent par K. C'est vrai, et qui finissent par Aki, c'est très important. Non, c'est vrai ce que tu dis, sauf que j'avais déjà très bien mangé. C'est-à-dire que ma mère ne m'a jamais restreint particulièrement. J'avais toujours des bonnes assiettes, des bonnes plâtrées. Je mangeais... Tant que j'avais faim, je pouvais manger. J'ai jamais eu de problème là-dessus. Et donc, j'ai quand même intégré à un moment donné que je venais de me faire un plat de spaghettis quand même assez conséquent à midi et que malgré tout, j'avais, tu sais, cette espèce de creux que tu ressens parfois dans le ventre où tu as faim alors même que ça fait une demi-heure que tu as mangé un plat... Mais c'est parce que tu te disais...
je suis en train de faire une consultation. C'est parce que tu te disais que c'était mal. Parce que en soi, si tu t'étais jamais dit, c'est pas normal, je viens de manger d'un plat de spaghettis, pourquoi je vais aller manger autre chose? Je pense que tu aurais eu moins cette envie en permanence. Bon, on peut pas revenir en arrière, je suppose, mais comme tu es un adulte qui est encore comme ça, normalement, parce qu'il y a quand même cet aspect en arrière-plan de se dire c'est mal, mais c'est pas si mal que ça, si bien que ça ne prenne pas une ampleur folle. Et d'où l'intérêt d'être suivi par un psychologue, puisque pour détecter les problématiques. Mais mais tu sais, à notre époque, pas celle de Gwendoline qui a 10 ans de moins que nous, mais à notre époque, tu sais, c'était encore le moment dans les années 90 où manger pour un enfant, c'était positif. C'est-à-dire qu'un enfant qui mangeait bien était un enfant en bonne santé. Il fallait qu'il mange. Avec tous les traumas, et je le vois chez mes grands-mères, de la guerre, de la privation, de l'exode, tu sais, c'est vas-y, mais mange. T'en veux encore? Non, mais ça fait déjà 2 fois. Non, mais reprends-en quand même une petite 3e. C'est vrai. Et tu intègres ça, et du coup, après, il y a quelque chose de pas normal, en fait, dans l'appréhension que tu as du fait de manger. Et toi, tu avais ça aussi? Je te voyais... toi, c'est différent. Je me disais qu'en fait, c'est encore un peu comme ça, parce que quand maintenant, je fais le lien avec ma fille, mais les pédiatres, oh là là, le poids, attention, faudrait remonter un petit peu, elle est un peu en sous-poids, tout ça. D'ailleurs, ça m'énervait. De par mon histoire d'obésité, je disais, laissez-la tranquille. Tant qu'elle grandit bien, si déjà elle a des problèmes de poids, bonne. C'est ça. Si elle a des problèmes de poids déjà à 2 mois, bon sang, on n'a pas fini, quoi. Donc, au contraire. Et d'ailleurs, avec ma fille, quand on dit, elle est mince, elle est fine, ça commence déjà, quoi. Ouais. Et ça j'ai du mal, qu'on puisse émettre une hypothèse d'un truc qui n'existe pas. Et c'est là où ça commence. En fait, on va déjà mettre un problème, comme tu le disais. On commence à planter une petite graine. C'est ça. Et d'ailleurs, et du coup, ça va faire un effet inverse, comme ne mange pas trop, effectivement, qu'est-ce que tu vas faire en cachette? Pourquoi? C'est bien. Et non, moi aussi, j'avais ce truc de me dire, tu vois, c'est mal, j'avais un peu honte, du coup, faut se cacher. Et oui, c'est pour ça. Et donc, toi, tu as pris, je reviens sur l'histoire, tu as pris du poids, du poids. Quel a été ton maximum et à quel âge? Ou il y a combien de temps? C'était il y a une dizaine d'années, et puis en Thaïlande. On fait des photos parce que c'est magnifique, à Koh Phi Phi, tout ça. Et en fait, je me vois en photo et je me dis, mais qui est-ce? Mais qui est-ce? C'est pas possible. Et non. Et là, j'ai un gros déclic et je me dis, c'est plus possible. Il va falloir faire quelque chose. En Thaïlande, on mange très, très bien. Il n'y a plus de beurre. Il n'y a plus de chocolat, il n'y a plus de tout ça. Moins de tentation. Je perds un petit peu. Je rentre de 2 semaines de vacances, je perds un petit peu. Ça me motive. Je me dis, allez, on s'hydrate bien. Je vais voir quand même la salle de sport, voir si éventuellement ça pourrait me plaire. Je commence à marcher et je commence à faire mes courses en me disant, tiens, je vais goûter. Je mangeais plus du tout de fruits et légumes. Et je commence par des petites tomates cerises, c'était pas grand-chose. Je commence par, tiens, la salade, c'est pas mal. Et je recompose comme ça. Je me renseigne sur qu'est-ce qu'une protéine, qu'est-ce que, voilà. Je consulte pas forcément pour m'aider à perdre du poids. Je fais ça, moi, toute seule. Et surtout pas un lundi matin en disant, lundi, je le fais. C'était vraiment une photo. Naturel. Une photo, naturellement, tu t'es dit... Je sens que c'est plus possible et je sens que ça n'est pas moi. Et j'en parle sur les réseaux sociaux d'ailleurs assez facilement, comme j'aide des gens à perdre du poids aussi. Et en fait, je me dis, non, là, c'est pas moi. C'est pas moi. Et finalement, avec le recul, je comprends que cette carapace, ce poids que j'ai mis sur moi, c'est le poids aussi de plein de souffrances. Et je me dis, allez, on va y aller ensemble, on va enlever comme je le dis à mes clients, on va enlever les couches de l'oignon un petit peu et on va voir ce qui se passe. Parce que ça me faisait terriblement peur de mincir, en fait. Je me dis, oh là là, qui y a là-dessous, finalement, quand on enlève un petit peu les couches? Et là, je me redécouvre et j'apprends à composer. Parce qu'il faut aussi pouvoir se revoir avec un nouveau corps. L'entourage t'avais fait, j'imagine, des remarques. Gwendoline, dis donc, regarde tes cuisses. Je revois ma grand-mère. Oh, regarde tes cuisses quand même. C'est 2 fois la mienne. Oui. Et mes bras. Tact. Et oui, voilà. C'est ça. Et moi, c'était plutôt, j'avais pas une 2e portion dans l'assiette. Oh, t'as déjà assez bien mangé. Non. T'auras pas de dessert. Ok, d'accord. Ouais. Du coup, voilà, c'était plus. Mais c'est bienveillant. Mais pour le coup, voilà, ça se passe comme ça et je commence à perdre. Je commence à perdre du poids, à m'inscrire dans une salle de sport, à remanger correctement. Moi, j'ai une question là tout de suite. Quand tu t'es mise à perdre du poids, les gens t'ont pas dit « Oh, mais t'étais mieux avant ». Ah, ça,
pas tout de suite. D'accord. Quand je commence à perdre du poids, on me dit oh, c'est super, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mis en place. Je dis voilà, il y a ci, il y a ça, je me sens de mieux en mieux. À l'époque, je travaillais en coiffure, les clientes oh là là, dites donc, qu'est-ce que vous avez coulé, c'est super. Et quand je commence à bien perdre, à être une nouvelle Gwendoline, à être une nouvelle moi et à du coup faire plusieurs comme je fais de la course à pied, tu l'as évoqué, je commence à checker pas mal de courses. On me dit ouh là là, va peut-être falloir arrêter, on te reconnaît plus, qu'est-ce que c'est que ça, hein. Et là du coup un truc super intéressant, j'apprends ce que c'est un peu les réflexions que j'ai pu avoir depuis le collège, baleine bleue, grosse vache, enfin bref on en passe, les insultes sur le poids. Et ben je passe de même une sage-femme me le dit à l'époque, non, t'es anorexique, des mots forts, des mots forts. Je me rappelle, je vais voir ma sage-femme et elle me voit vraiment tenue d'été, j'ai pas de sous-vêtements là. Sage-femme, consultation de routine, t'étais pas enceinte, ni rien. Pas du tout. Non, consultation de routine et elle me dit, oh là, la poitrine, la perte de poids, ça. Mais moi, j'ai aucun complexe sur ma poitrine. Je me dis, qu'est-ce qu'elle a, ma poitrine? Et là, tu te poses la question. C'est là où ça peut créer des complexes. Ouais. C'est ça. Je me dis, je vais devoir refaire ma poitrine. J'ai un problème, j'ai perdu du poids. Effectivement, ça se voit. Bon. Et avec le sport, heureusement, du coup, y a pas eu d'excès de peau. J'ai pas fait d'opération ni rien. Et là, je me dis, OK, bon, en fait, ça va jamais. Tu fais plus de 100 kilos, on te critique. Tu fais un taille 34, on te critique. Et là, vraiment, ça a eu un impact. Je me suis dit, je remets tout en question. Je me dis, en fait, ça ne va jamais être bien. Et là, je comprends qu'il faut que ça soit bien pour moi. Ah, c'est ce que j'allais te dire. Ce qui compte, c'est que ça soit bien pour toi. Et ça, tu l'as compris. Je l'ai compris, mais je l'ai compris il n'y a pas si longtemps. Je l'ai compris quand j'ai passé cette ligne d'arrivée là, du marathon. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a quelques mois. Et en fait, j'ai appris à me foutre la paix. À me dire, il y a des moments dans la vie où émotionnellement, j'ai besoin de plus manger. Je le partageais à Loïc tout à l'heure, un petit peu avant, en disant que, en fait, là, j'ai pris 6 kilos depuis le marathon. Ah, bah tu vois, j'en avais rien vu. Et quand bien même. C'est ça. Et c'est OK. On s'en fiche. C'est OK. Voilà. C'est OK parce que je sais que là, je vais avoir besoin de me reprendre un petit peu en main pour l'été, me sentir. Pour la santé. Mais c'est ça. Non, mais tu sais, des fois, c'est un ressenti. C'est un ressenti de se sentir un peu là ou un peu là. Sans que ça devienne une obsession. C'est toujours le risque, c'est ça. En fait. Il ne faut pas que ça devienne obsessionnel. Là, je sens que c'est sain pour moi de me dire, bon, cet été, quand je vais me plier pour jouer avec ma fille, je n'ai pas envie d'avoir mon petit bourrelet, j'ai envie d'avoir mes petits abdos, ma petite tablette de chocolat, bien. Et voilà, après, c'est mon ressenti, c'est ça que... Tu ne fais pas pour les autres, et c'est le message qu'il faut qu'on fasse passer. C'est pour moi. Et d'ailleurs, et je me sentais très bien quand je faisais 100 kilos aussi, en fait. C'était moi, c'était la moi de l'époque, c'est ce que j'avais besoin à l'époque et c'est ce que... Et émotionnellement, j'en avais tellement besoin d'avoir ces petites couches sur moi, en fait. Ça résonne en toi ou pas du tout, Loïc? Parce que c'est pas du tout le même cas. Non, c'est pas du tout le même cas. Alors, moi j'aimerais bien me foutre la paix. Ça fait très longtemps, sauf que, et tu le sais très bien, Sandra, on est dans un métier où on se voit tout le temps. Et en fait, j'ai discuté avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit, souvent on choisit un destin pour se réparer de quelque chose. Et je ne sais pas si j'ai pas finalement choisi le pire métier finalement pour me voir tous les jours à la télé, mais aussi pour me réparer avec mon image. Parce que aussi, alors on va raconter un peu comment se passe la télé, mais quand on enregistre une émission, parfois, souvent, ce n'est pas les présentateurs qui montent l'émission. Donc, qui font l'habillage, etc. C'est d'autres gens. Donc, en fait, on tourne l'émission, tu tournes ton émission et c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. On ne sait pas quels vont être les plans. On ne sait pas et c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Donc, une fois que tu as fait ton émission, c'est fini. Ma particularité, c'est que dès le début de ma carrière, j'ai monté moi-même mes émissions. C'est-à-dire que comme j'avais la compétence de monteur, je tournais mon émission, je la mettais sur mon ordinateur à la chaîne. Et donc, c'est moi qui faisais mes coupes dans l'émission, mes habillages, mes trucs. Donc, j'avais mon image tout le temps, toute la semaine, puisque je tournais et je montais dans la foulée. Et donc, c'est horrible, en fait, parce que je voyais tous les détails. C'est-à-dire que dès que je prenais un petit peu, je le voyais. Je voyais les pommettes plus hautes, je voyais les joues plus larges, je voyais mes cuisses qui n'étaient pas comme je voudrais dans tel pantalon ou quoi. Donc en fait, et ça fait 18 ans que ça dure, bientôt 20 ans que ça dure, puisque ça a toujours été comme ça. Même encore maintenant, je m'occupe de mes propres émissions.
Et j'ai en fait cette espèce de miroir sans arrêt déformant où je me vois et où je ne vois évidemment que tout le négatif et que ce qui va pas. Là, vous avez été très gentil, vous avez mis une photo de moi, elle a été prise en 2020, celle-là. Je sortais d'un régime, un énième régime. 2020, c'était hier. Un énième régime, parce que j'ai fait régime, hypnose, un réseau de diététiciens. J'ai fait du coaching. Bon, j'ai tout fait. En 20 ans, j'ai tout essayé. Tout. Il n'y a rien qui a fonctionné. Là, je sortais d'un rééquilibrage alimentaire. Pour moi, je crois que j'avais 4 ou 5 kilos de moins et c'est ça. Mon objectif, c'est là où je me sentais bien. J'ai pas besoin d'avoir de tablettes de chocolat ou ça. Je connais pas, j'en ai jamais eu. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble sur moi. Les seuls trucs durs, c'est mes os. Voilà, il y a rien d'autre. Comme quoi, c'est différent d'une personne à l'autre, et tant mieux. Mais avec 5 kilos en moins, c'est là où je me sens bien. Mais c'est vrai qu'avoir ce miroir déformant de la télé et de me voir toute la journée, et donc de faire des montages sur moi-même, et donc de voir que si je prends un verre de vin ou deux et une pizza la veille, que je tourne, je suis plus bouffi parce que mon corps réagit comme ça. C'est horrible. Et même parfois, c'est juste une conception mentale. C'est juste moi qui me vois plus bouffi alors que je ne le suis pas. Tu sais que tu as mangé pizza alors que ça ne réagit pas aussi exactement. Vite. Alors tu as un sacré, alors excuse-moi de te couper, tu as un sacré recul là-dessus. Tu as été suivi en psycho pour comprendre ton fonctionnement. Alors oui, j'ai fait un peu de psychanalyse, avec les coachs que j'ai vus, les nutritionnistes, l'hypnose, le machin, le truc, voilà, ça fait 20 ans que à peu près tous les 3-4 ans, je lance quelque chose. Il y a des trucs qui marchent, d'autres qui marchent moins bien, ça tient aussi évidemment à mon état intérieur, à ma fatigue, à plein de choses. Mais oui, en fait, il a fallu que j'analyse ça. Pour moins que ce soit. Parce que plus, je pense que ça n'arrivera pas, mais pour que ce soit... Lapsus révélateur. Mais pour que ce soit moins... Je l'ai dit, alors peut-être j'ai posé quelque chose. Peut-être tu as posé quelque chose. Peut-être, non, mais pour que ce soit moins, pour que ça m'impacte moins. Mais encore là, en ce moment, comme chacun d'entre nous, on a des succès, on a des échecs. Bon, tout récemment, j'ai encore eu, après un mail qui m'a passablement énervé, j'ai eu un appel de sucre. Mais comme si j'étais en hypoglycémie sévère et j'ai été obligée de me jeter sur le premier truc sucré qui passait. Et puis tu sais, d'un coup, j'ai eu le... Mais ça m'arrive encore. Mais en fait, moi, ça m'arrive encore. Et finalement, en fait, j'ai compris il n'y a pas si longtemps de me dire que c'était normal et que c'était OK. Et qu'en fait, le fait de l'accepter, ça change tout. Et ça change tout parce que je me dis même, j'étais comme toi, à me dire, oh là là, je mange une soupe, ça se voit, tu vois, j'étais beaucoup plus rayonnante. Et je te rejoins aussi sur le côté Je mange beaucoup de soupe, c'est pour ça que je souris. Moi, en ce moment, je suis en régime soupe, jambon. Non. Voilà, je ne mange que ça le soir. Je sais, c'est ce qu'il ne faut pas faire, je sais. Le truc, tu vois, tu disais, très conscient de ce qu'on fait. L'audiovisuel et te voir tous les jours, j'étais coiffeuse, des miroirs partout. Et voilà. En face, à côté, derrière, etc. Donc ça, c'est pareil. Je me voyais toute la journée. Je me regardais pas. Je me regardais pas. Je coupais les cheveux. Je me voyais de profil. Oh mon Dieu, c'est horrible. Et ce vêtement-là me va pas. Et tu peux pas toute la journée parce que ça, alors là, la technique, je pense que on l'a tous fait. La technique de rentrer le ventre. À un moment, c'est compliqué. À un moment donné, tu peux pas quoi. Peut-être que voilà, ça tient un moment, mais tu as besoin de relâcher. Donc et ouais, c'est OK, par exemple, de se prendre un pot de glace entier et à partir du moment où, voilà, c'est pas tous les soirs, etc., mais je me le dis, OK, là, c'est gros craquage. En fait, ça ne devient pas tous les soirs parce que c'est OK. Parce que c'est OK. En fait. Mais j'accepte. Tu l'entends, mais c'est difficile de l'intégrer. Oui, mais tout à fait. Il n'y a qu'un pas entre le comprendre et l'accepter, je pense. Exactement. Clairement. Et puis c'est surtout que, vraiment, de mon point de vue, c'est ancré donc depuis l'enfance. Vraiment, toi, on t'appelait la grosse baleine. Moi, c'était Loïc Legros en primaire. Et après, ça a été Petit Bouddha. Non, mais parce que t'étais quoi, c'est un surpoids. Non, mais alors pour le coup, entre 8 et 12, j'étais vraiment gros. D'accord. Vraiment gros. C'est-à-dire vraiment avec des gros joues, avec la bedaine, la grosse bedaine. Enfin, j'ai des photos, c'est ardos. Pour de vrai. Mais le médecin à l'époque avait dit, vous inquiétez pas, il va grandir, il y a l'adolescence qui arrive, il va grandir. C'est différent. Vous inquiétez pas. J'ai grandi, c'est vrai, mais par contre, la bedaine, je l'ai toujours gardée, elle est toujours là, et j'ai gardé néanmoins les comportements nocifs. En réalité, c'est surtout donc ça, certes, le plus je me suis problématique. affiné par rapport à ce que j'étais entre 8 et 12, mais les comportements et l'ancrage que j'ai mis dans la nourriture, lui, est resté. Je me rappelle rapidement une anecdote, c'est le pire.
des souvenirs que j'ai, c'est quand on allait dans les visites médicales chez le médecin pour le sport, où je mentais à ma mère. C'est-à-dire qu'en fait, je demandais à ma mère, elle doit s'en souvenir, elle doit rigoler là quand elle entend ça. Je demandais à ma mère de rester dans la salle d'attente pour aller tout seul me peser face au mec. Et donc, je me pesais. Et quand je revenais, ma mère me disait alors et tout, machin. Je dis oui, bah, je fais 54 kilos, par exemple, alors que j'en faisais 60. Sauf que ce que je savais pas, c'est que c'était écrit dans le comment on appelle ça, dans le compte rendu, quoi. Le compte rendu ou le carnet de santé. Ah oui. Voilà. Et donc, à chaque fois, en fait, je faisais exprès que ma mère ne vienne pas avec moi. Parce que je voulais pas qu'elle voie, je voulais pas qu'elle entende le chiffre. Et un jour, je rentre, elle a insisté pour venir avec moi. Et le médecin dit, alors, au niveau du poids, on en est où? Et moi, je réponds, j'ai un souvenir exact, je réponds, ben, comme d'habitude. Et je me suis dit, bah, il va dire, comme d'habitude. Et le bâtard, il l'a dit à voix. Il a dit, oui, donc 62 kilos. Et là, comme ça, j'ai fait, quoi? Alors, je savais très bien que je faisais 62 kilos, je le sais. C'est une un peu comédien. Mais genre, voilà, genre comédien dell'art, c'est comment? Mais jamais de la vie! Et du coup, vraiment, tu sais, je suis sorti comme ça du coup en disant quoi? Genre, mais ma mère était pas dupe, évidemment, mais pour vous dire combien c'était une souffrance de même auprès de ma mère, de mettre un mot, un chiffre sur ce poids, parce que chaque année, évidemment... Justement, tes parents, ils avaient une attente particulière ou c'est toi qui croyais? Non, je pense honnêtement que j'ai beaucoup moi-même, je me suis fait beaucoup de trucs tout seul dans ma tête. Je pense que le fait d'être beaucoup seul quand même a fait que j'ai dû compenser à un moment donné le truc, mais j'ai pas de souvenir qu'ils aient eu ni d'attente, ni de trucs. Ils me faisaient très bien manger. Ils se sont toujours dit, bah, il grandira et puis ça ira bien. Mais je pense qu'ils n'ont pas du tout identifié ce que j'étais en train de construire au moment où je mangeais tout ça. Je pense qu'ils se sont pas dit, attends, mais là, il a un rapport un peu compliqué, c'est peut-être un peu bizarre, on va essayer de voir ce que c'est. Moi, aujourd'hui, avec mes enfants, évidemment, je suis très attentif à ça, parce que je l'ai vécu. Mais non, ils avaient pas, ils ont laissé le truc faire, normal. Ils se sont dit, bon, bah, c'est un garçon, il mange, il fait du sport. En plus, je fais du sport depuis toujours. Donc, il mange, il fait du sport, c'est normal. Pas de souci. Oui. Mais c'est pas de manger qui était le souci. C'est le rapport à ce que la nourriture voulait dire pour moi. De toute façon, il n'y a pas de coupable, c'est juste. Oui, il n'y a pas, exactement. Oui, c'est comme ça. Oui, tout à fait. Et peut-être que ça ne le sera plus dans les mois à venir. Imaginons que grâce à cette émission. C'est très thérapeutique de passer ici pour passer pour la deuxième fois. Franchement, il se passe des trucs. Et la preuve, là, en venant peu de temps avant l'émission, je me disais ça. J'essayais de refaire le fil des choses. Et c'est marrant parce que c'est comme si là. J'avais un peu oublié et j'étais un peu en paix avec ça aussi. Quand tu racontes, ça me rappelle aussi beaucoup de choses parce que finalement, c'est pareil. J'allais voir le médecin et moi, mon médecin était à cheval là-dessus. Il me disait « Oh là là, encore 5 kilos par rapport à la dernière fois ». Et finalement, à l'adolescence, j'étais quand même aussi bien ronde. Ça se voyait. Et oui, il faut se faire accompagner dans tous les cas quand ça commence à grimper. Tu t'es pas fait accompagner, toi, en tout cas, dans ces moments-là, ni après pour la perte de poids. Tu as fait toute seule. Oui, vraiment toute seule. Et je pense que j'avais pas envie de jugement. Et là, ça me revient, j'ai un flash. Un jour, je vais me faire masser, j'ai mal au dos, voilà, à la longue, coiffée, tout ça. Je me fais masser par un kiné, je lui ai rien demandé. Je lui ai pas demandé de me faire une description de mon physique ou de me demander mon poids. Il me demande, vous faites combien de kilos? Je dis, je sais plus, voilà... Ah ouais, d'accord. Je commençais à perdre en plus, alors super. Il me dit, ouais, parce que c'est pas étonnant que vous ayez mal au dos, en fait. Mais vraiment sur ce ton? Oui, je te jure. Ouais. Bon, il faut être un peu plus bienveillant, s'il vous plaît, cher professionnel de santé. Et... Après, voilà, est-ce que sur le moment, je le prends super mal, etc. C'est peut-être toi qui l'as ressenti ainsi. Je le ressens fort, mais je ressens quand même qu'il est un peu, quand même, vous êtes jeune, il faut faire un effort. Il me dit même, il me conseille, je me rappelle, vous devriez peut-être acheter un vélo. Et je lui dis, pourquoi? Parce que le vélo, c'est pas mal, comme ça on dépense. Ça, c'est un message important à faire passer. Les gens en situation d'obésité savent qu'ils sont obèses. Mais oui. On n'a pas besoin de leur rappeler. Pas besoin de conseils, en fait. Pas besoin on sait très bien comment on va et pourquoi on mange, surtout. Sauf si vous demandez, mais si vous ne demandez pas, il n'y a pas besoin... Il n'y a pas besoin forcément de conseils. Donc, je n'ai pas acheté de vélo et j'ai continué sur ma lancée. Mais sauf qu'elle est marathonienne maintenant, voilà. quand même. Ouais, c'est ça. Et c'est justement de se dire que
Il y a toujours un espoir, en fait. Et je pense, et ça sera pour toujours, j'aurai toujours un lien spécial avec la nourriture. Parce que oui, c'est mon doudou quand ça va pas. Et c'est aussi ma meilleure copine quand ça va bien. On va fêter ça. D'ailleurs, c'est un peu dans notre culture française, finalement. De se dire, voilà, on profite et on fête ça. On va pas fêter ça avec un radis. Sauf que tu es OK avec ça. Et c'est le grand changement. C'est OK. Et ça fait pas longtemps, franchement. Ouais. Et quand on est OK... Bah, on a moins besoin de se réfugier. Moi, je suis pas OK du tout. Ben non. Mais genre pas du tout. Oui. Mais c'est normal, hein, 100% des gens, enfin les 99,9, j'ai pas de statistiques, font ça. Mangent une grosse glace quand ils sont pas bien et ils le font. C'est normal, il faut vraiment le dire. Ouais. C'est normal de se ruer dans le placard et tu sais, tu devrais même, petit tip si tu l'acceptes, te mettre une petite phrase allez, c'est OK pour ce soir ou c'est OK pour cette fois, tu vois. Ouais. Oui, mais c'est vrai que en plus vraiment quand j'en parle de ça, et ce que je disais un petit peu en début d'émission, les gens me voient et me disent mais t'es pas gros, t'es pas ceci, et puis quand même de temps en temps, tu sais, j'ai des petits trucs genre mais t'as un cul quand même qui est assez imposant, ou enfin j'ai entendu ça, t'as quand même des cuisses qui sont c'est de la bonne barbaque, etc. Tu sais, donc tu grandis quand même avec ça. C'est vrai que j'ai un gros cul. C'est un fait. J'adore. Non mais c'est un fait. C'est vrai qu'il est imposant. J'ai tout fait, et même quand d'ailleurs je fais des régimes, il part pas. Mais tu es comme ça. Je suis comme ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne participe pas à mon bien-être global, parce qu'il y a toujours ça. Il y a toujours effectivement les cuisses. Il y a toujours les petites poignées d'amour qui ressortent. Tu sais, quand tu veux mettre un petit t-shirt un peu sympa. Il y aura tout le temps quelqu'un, comme pour Gwendoline, là, t'es trop maigre. Avant, enfin, il y a toujours. Enfant, parce que tu vois, ça me revient quand tu dis ça. Enfant, est-ce qu'on me disait t'as une bonne moi on me disait elle a une bonne carrure, hein. T'as 8 ans, oui, elle a une bonne carrure, oui, bien sûr. Elle a des gros os, hein. Voilà. Oui, d'accord. oui, ça me parle, ça, bien sûr. Mais c'est vrai que ça touche beaucoup de gens, et c'est pour ça que je tenais vraiment à être là. C'est très important. En plus, on est sur des profils différents, voilà, et puis pour aller un petit peu aussi dans votre sens, moi j'ai vécu l'obésité en tant qu'accompagnant, en tant qu'aidant, puisque la maman de mes enfants a été obèse, elle a fait une sleeve. Donc une opération d'estomac qui permet de réduire l'estomac. Exactement, donc elle était montée jusqu'à 115 kilos à peu près, 110 kilos à peu près. Et donc j'ai été accompagnant dans ce chemin-là, qui a été très compliqué aussi pour elle, bien sûr, puisque entre mes pulsions à moi et les siennes, on n'était vraiment pas sortis de l'auberge. Et donc, voilà, elle a réussi à perdre du poids, mais grâce donc à cette sleeve-là, et ça l'a effectivement transformée, ça l'a un peu réconciliée avec elle-même. Mais combien c'est compliqué, effectivement, et je comprends du coup ce que tu as vécu. Et pour nous autres qui sommes à côté, c'est pas simple non plus de pouvoir accompagner ça, d'autant plus quand on a des problèmes comme moi, parce que des fois, j'aurais aimé qu'elle puisse me dire « Non, mais là... non, on prend pas encore ce camembert en plus là parce que c'est un petit peu trop. Ben non. Et moi, pareil, j'étais pas forcément non plus force de restriction. Donc vous étiez voilà. Dans le même. Et du coup, ça a été une double bataille à la fois pour moi et pour elle, puisque moi, je devais aussi la soutenir dans sa prise de poids qui a été assez rapide. Elle devait aussi subir, mais non, mais là on mange trop, mais on peut pas prendre ça, mais je veux pas que t'achètes ça pendant les courses. Je lui ai fait la guerre aussi, je veux pas que t'achètes de gâteaux, je veux pas que t'achètes de trucs, etc. Et voilà, quand il y a deux problématiques qui s'entrechoquent autour du poids, là c'est plus une bataille, là c'est le chant d'épée le Nord. Je sais pas si les gens la rêvent, c'est dans le Seigneur des Anneaux. C'est la dernière bataille du Seigneur des Anneaux. C'est Apocalypse. Vous êtes bien trouvés finalement, je trouve. Oui, tout à fait, mais c'est dur. Tu penses que... Parce que la problématique est différente. Là, c'est vrai que Gwendoline est montée à plus de 100 kilos. Là, c'est une véritable maladie, l'obésité. Le surpoids, on ne le considère pas comme une maladie. Tant qu'on sent bien, finalement, dans son corps, d'être un peu en surpoids. Moi, je ne suis pas une fanatique de la perdre à tout prix. Tu serais plus heureux avec 5 kilos de moins, tu es sûr. Tu parlais de la photo. Oui. Tu es vraiment plus heureux. Oui, parce que à ce moment-là, j'étais complètement en accord avec l'image que je voulais donner. On travaille à la télévision et malheureusement, parce que là, il faut bien comprendre que si je lâche tout, si je ne fais pas attention, demain, ça va monter. Je prends 10 kilos. En théorie, si tu arrives
à être OK avec tout ça. Ça ne devrait pas relâcher complètement. Le corps fait bien ses compensations, mais on est toujours sur ce point d'interrogation, je te l'accorde. Voilà, typiquement, en 2023, je joue au baseball en club. Et malheureusement, j'ai eu un accident, j'ai eu une fracture de la clavicule. Et à cette époque-là, j'étais plutôt bien. Enfin, je me considérais bien. Et après, je n'ai pas fait de sport pendant 1 an et demi à cause de la clavicule, parce qu'elle n'était pas remise. Et là, d'un coup, ça a explosé. J'ai dû prendre peut-être 4 kilos ou 3 kilos en 1 an. Parce que, justement, il n'y avait plus sport. Et parce qu'en fait, j'étais tellement démoralisé de ne plus pouvoir... Parce que même courir, je ne pouvais pas à cause de la douleur que c'était. Je ne pouvais pas courir. Je ne pouvais pas, évidemment, nager puisque mon épaule était abîmée. Et j'étais tellement triste et tout ça que j'ai lâché. Et que j'ai dit, allez, là, on a marre. Et oups là, allez. Et du coup, c'est l'histoire de ma vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'en ai marre. Je me dis, allez, je me fais confiance maintenant. On y va. Je mange, je prends 3 kilos, je m'arrête et je dis, oh putain, pardon. Oh, fichtre, diantre. Pas le sang bleu. Et du coup, je vois les 3 kilos qui viennent de passer. Je dis, mais comment je vais les reperdre, en fait, ceux-là? Donc, du coup, je fais un rééquilibrage. Je perds 1 kilo ou 2. Je me redis, bon, ça y est, maintenant, j'ai compris. J'ai les techniques, j'ai vu une nutritionniste, je sais comment faire. Tu ne te sens pas frustré quand tu fais ça en plus? Ça pas va, du tout. C'est une routine. Non, pas du tout. Puis après, je note un peu ce que je mange, etc. Bref. Mais à chaque fois, si tu veux, c'est un pas en arrière, 2 pas en avant. Un petit pas en arrière. Et après, je remonte. Et ta. C'est un peu compliqué. Vas-y. Je pense que c'est normal. Enfin, je pense que c'est normal. Et là, je disais, depuis le marathon, 6 kilos. Je monte sur la balance, très dur à accepter. Je me dis, mon Dieu, il faut que je retourne à ce poids d'avant. Et je sais, en fait, que je vais réussir puisque l'effet yo-yo, le corps garde toujours en mémoire. D'ailleurs, ça, on me l'avait dit quand je suis tombée enceinte. J'ai pris 18 kilos. Alors là, mon Dieu, j'allais nager tous les jours. Enfin, le contrôle. Et d'ailleurs, quelqu'un m'avait dit ça m'avait horrible. La phrase m'avait traumatisée. Elle m'avait dit, tu sais, attention, le corps a gardé en mémoire. Tu vas peut-être garder ces kilos. Ah non, absolument pas. Et c'est là où je me suis mis à fond dans le sport. Je te rejoins aussi quand finalement, c'est comme si on avait une pression permanente sur... Je sais aussi que si j'arrête le sport, le poids... On n'est pas égaux face au poids. C'est comme si vous aviez eu, je sais pas, un cancer et qu'à vie, il faut vérifier qu'il ne revienne pas. C'est un peu la même histoire. On est un peu en hyper-vigilance vis-à-vis de ça. Et finalement, oui, c'est de se dire, tu as la technique, tu sais comment faire pour perdre du poids. Après, le tout, c'est de maintenir. Et surtout quelque chose qui est beau à voir pour toi. Et peut-être, du coup, c'est comme ça que je vois la chose, se trouver bien, mais sans se priver et être avec... moi, c'est mâche salade. Toi, c'est soupe salade. Jambon, pardon. Mâche jambon et soupe jambon. Et ça marche. Mais du coup, après, à quel prix, quoi? Oui, à quel prix? Et c'est drôle parce qu'il y a quand même, dans mon rapport à la nourriture, il y a presque un volet de punition que j'ai analysé. C'est-à-dire qu'il y a des fois... où je me vois manger, donc je mange, mais par plaisir. Je mange pas comme un fou, mais je mange par plaisir. Une pizza, un verre de vin ou 2, parce qu'on fait une fête, on célèbre un truc, etc. Et puis le lendemain, le rapport que je vais avoir avec la nourriture, ça va être de la privation, mais pour me punir, compenser de ce que j'ai fait la veille. Exactement ce que je me disais, il se punit. Ouais. Et en fait, c'est très dur parce que j'en suis totalement conscient, puisque quand je le fais, je me dis, t'es en train de te punir là. Et puis j'ai l'autre voix qui dit, oui, mais tu le mérites en fait. Donc maintenant, tu vas aller manger ta soupe et tu la fermes. Mais elle est pas bien cette voix-là. Le petit diablotin. Non, mais je l'appelle comme ça auprès de mes bien sûr. Mais pour le coup, et je pense que ça doit faire écho aux gens qui nous écoutent parce qu'ils doivent avoir ces deux voix aussi. Et le problème, c'est que tout est très lucide dans ma tête quand je le fais. En revanche, je suis incapable de faire autrement. C'est ça qui est compliqué. Je suis incapable de me dire non mais tu peux te laisser tranquille, hier c'était cool, là tu peux manger, ça va. Et non. Et cette même petite voix revient 1 heure ou 2 heures après le repas en disant mais dis donc, toi t'es pas faim là? Non mais il est 14h30. Mais et si tu allais prendre des petits bonbons ou des petits dinosaurus? C'est pas mal ça quand même. Mais non mais il est 14h30. La référence. Non mais oui. Et moi, ça m'appelle aussi toujours comme toi. Il y a la petite voix. Et puis, je lui dis, comme je pourrais dire à ma fille, on attend une petite demi-heure. C'est bientôt l'heure du goûter. Et puis, on verra ce qu'on pourra mettre en place. Tu vois, Mais oui,
Finalement, il n'y a même pas de façon de faire. En fait. Oui, c'est quand on le ressent et quand on a... c'est un peu ça. Mais on ne peut pas tout faire que ressenti, bien évidemment, sinon... faire la différence. Quoique. Oui, parce qu'après... faire l'expérience, tu en aurais ras-le-bol de manger tous les jours que de la pizza. Oui, après, il y a la technique de la chronobiologie. La dernière nutritionniste que j'ai vue m'a parlé de ça. On est quand même encore dans une espèce de protocole. C'est vrai qu'on est toujours dans une espèce de cadre. Il faudrait réussir à s'écouter un peu plus. C'est ça, en fait. Il faut rester à jeun 12 heures. Et puis, si tu manges à telle heure, tu peux pas manger avant telle heure. Donc, toi, tu es là, tu dis, OK, bon, putain. Oui, mais là, j'ai faim. Oui, enfin, il y a ça, et puis chronobiologie. Mais voilà, du coup, tu es là, tu regardes ton heure, tu as faim. Et puis, tu dis, non, mais la nutritionniste, elle m'a dit que je pouvais pas manger avant 3 heures, là. Ouais, mais... Moi, là, j'ai faim. Et puis, j'ai une émotion qui vient m'étreindre et j'ai besoin de la contrôler. Ce qui est bien, c'est d'avoir cette réflexion sur est-ce que j'ai faim, est-ce que c'est une envie parce que je m'ennuie. Et on est OK, c'est parce que je m'ennuie. OK. Ou je comble cet ennui par autre chose qui fasse autant plaisir que la nourriture, ou j'accepte que je vais manger parce que ça va me faire du bien. Mais c'est vrai qu'il y a ce réflexe de Pavlov, je ne sais pas si ça vous parle, où il suffit de changer le plaisir et de le passer sur autre chose, une activité sportive, un bon bain, une bonne musique, activité sportive. Tu dis ça parce que moi je fais une petite minute de gainage quand je sens que là l'émotion elle est au taquet et que je suis pas bien, que j'ai juste envie c'est d'aller prendre la tablette de chocolat et de la croquer comme ça carrément. Et en fait, je fais la petite minute de gainage, ça change mon rythme cardiaque. Et là, je me dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Absolument pas. Mais si, le corps en lui-même n'en a pas besoin, mais moi, j'en ai besoin. L'ado de l'époque, l'enfant, elle en a grave besoin. Donc, je prends un carré et 2, et puis des fois, c'est la tablette. Mais voilà, j'arrive quand même à écouter, quoi. Quelle partie de moi en a besoin et pourquoi et comment ça se fait. Et des fois, rien que de répondre à ça et d'avoir fait la petite minute de gainage, mais la minute de gainage peut être vraiment écouter une super musique, aller prendre un bon bain, c'est ce que je dis à mes patients, de redescendre, faire des respirations. Je ne sais pas si tu as déjà essayé, des respirations de cohérence cardiaque, je ne sais pas si ça te parle. Enfin, voilà, bien sûr, mais la grosse différence, je pense, c'est qu'après 35 ans, pour ma part, d'errance sur ce thème-là, de nutritionniste, quand je vous dis vraiment, j'en ai vu au moins une dizaine en 30 ans, c'est quand même beaucoup, je trouve, différent. J'ai fait vraiment différents protocoles, j'ai fait du camp, j'ai fait tous ces trucs-là, j'ai tout essayé, je fais Weight Watchers, évidemment, pardon, c'est que des marques. On en a cité plein. Autant pour moi, voilà. Allez, je mets tout dedans. Cohen, j'ai tout fait, j'ai tout essayé. Et le problème, aujourd'hui, c'est qu'à 41 ans, j'ai l'impression que c'est insoluble. J'ai l'impression qu'en fait, je ne vais jamais pouvoir m'en sortir puisque j'ai testé tout ce qui était possible de tester, tous les accompagnements. J'ai même fait donc de l'hypnose pour essayer de casser un petit peu ce rapport au sucre que j'avais avec en plus un mec, un ponte de l'hypnose qui me coûtait 100 balles la consultation. C'est beaucoup quand même, 100 €. Elles disent rien parce qu'elles facturent pareil, c'est pour ça. Elles rigolent, elles disent rien parce que mais non, 100 €, c'est vachement bien. Moitié moins. Non, je plaisante. Mais voilà, et en fait, il est arrivé à un moment donné, en tout cas moi, où je ne sais pas quoi faire de plus que de mentaliser, de voir des psys, de faire plus rien faire. Mais oui, mais plus rien faire n'a pas d'effet. C'est-à-dire que bien sûr que j'ai essayé de un effet, il faudrait peut-être. Alors c'est très facile à dire. Accepter que Loïc, il est ce qu'il est là aujourd'hui à cet âge-là. Et oui, mais c'est pas dans un métier d'image. Où tu te vois tout le temps. Et oui, c'est compliqué. Mais oui. Et dans un métier, à changer de métier, non, je sais pas faire autre chose. Non, mais à aucun moment, même avant. Non, mais remarque toute faite, c'est très intéressant ce que tu dis. On déplacerait le problème, c'est tout. Non, mais oui, on déplaçait le problème, mais ça fait quand même plusieurs années que je me suis mis donc à la voix off, où je fais des podcasts, je fais un peu de doublage aussi, je commence. Et il n'y a pas l'image dans le doublage. Et c'est drôle parce que quand j'y repense, cette appétence pour la voix off, le doublage, la narration, ça me vient de l'adolescence. C'est-à-dire que très tôt, j'ai eu cette appétence pour le travail de la voix. À l'époque, je pense que je ne comprenais pas que, comme il y avait que la voix, il n'y avait pas l'image. Mais maintenant que je fais de l'audiovisuel, je me sens tellement bien quand je suis en studio, que je sais qu'on ne me verra pas, que j'ai pas à maquiller comme aujourd'hui où j'ai passé 30 ans à me mettre de la poudre pour ressembler à peu près à quelqu'un. Elle dit c'est vrai. Non mais c'est vrai on peut le dire. Tu m'as contacté hier pour savoir s'il y avait du maquillage, etc. Voilà, c'est important pour toi. Bien sûr. Et puis parce que aussi c'est notre métier et que on est habitué. Voilà. Mais
Mais c'est vrai que du coup, quand je suis en studio, que j'ai juste le micro, que j'ai ma voix, mes émotions, mes intentions, et que je n'ai pas à me soucier de comment je vais... Est-ce que je vais mettre cette veste canard ou ma veste noire? Est-ce que je suis bien placé? Est-ce que je tire sur mon t-shirt pour qu'il soit bien? Etc. etc. Replaçons-nous. Voilà. Est-ce qu'on se replace? Est-ce que j'ai pas une pellicule qui tombe quelque part? Tout ça, c'est de l'angoisse pour des gens. Alors, j'allais dire comme nous, mais pour moi, je parle pour moi, mais pour des gens de l'audiovisuel, tout ça, c'est une angoisse quotidienne quand on est sur un plateau, réellement. Parce que dehors, on a des milliers, des millions de gens qui regardent, et faut pas se leurrer, les gens, quand ils nous regardent, c'est pas d'abord le fond qu'ils écoutent. La première chose, quand tu regardes le JT et que tu regardes Gilles Boulot, tu te dis pas « Oh là là, c'est intéressant », tu dis « Mais c'est quoi sa cravate là ?» Ouais. Là, il a une coupe bizarre. Il a changé de coupe de mais cheveux. Pourquoi pourquoi Ah tiens, là, il a l'air maigre. Là, il a l'air machin. Malade ou pas? Voilà. Il a perdu du poids. Non, mais et donc, cet aspect-là de notre métier, qui est quand même assez nocif pour nous, parce qu'on sait que ça arrive. On n'est pas témoin de on n'a pas les gens, heureusement, devant nous qui font les... Il le dirait peut-être pas. Il le dirait peut-être pas. Mais bon... Tu vois, on les a pas, mais on les imagine et on sait qu'on arrive dans le salon des gens. Et quand on arrive dans le salon des gens, on sait qu'on va être jugé sur le physique d'abord. Donc du coup, on a cette angoisse sans arrêt d'être quand même mince, machin. Et il est vrai quand même, on disait les parents, il est arrivé que mon papa, je t'embrasse, me dise comme ça au passage... faudrait peut-être que tu fasses attention. Oublie pas que tu as les téléspectateurs qui te regardent. Il le dit avec bienveillance, mais il me le encore dit, voilà, truc il me le dit avec, il me l'a dit, et il me Mm. le dit plusieurs fois. Enfin, il le dit gentiment. Il me dit mais très effectivement. gentiment et je comprends ce qu'il veut dire derrière, Bien mais sûr. il ne se doute pas de la souffrance que ça engendre chez moi. Parce que je me dis, putain, mais même en fait, en week-end, chez mes parents, ils voient que je suis plus bouffi, que peut-être j'ai pris du poids, peu importe. Ils le voient et au lieu de le taire gentiment et de dire, bon, je vais peut-être pas lui rajouter ça, ils me rajoutent la pression de, il faudrait quand même que tu fasses gaffe parce que, tu passes à la télé et t'as des téléspectateurs, faudrait quand même pas qu'ils voient que, tu vois, que tu grossis. Et c'est ultra fragilisant. Très fragilisant. Dans nos métiers, si je faisais complètement autre chose, on s'en ficherait. Mais là, voilà. Donc, pour revenir à la voix, je développe de plus en plus, effectivement, les podcasts, le doublage, parce que je m'y sens bien. Et parce que j'ai pas tout le truc, je peux venir... Bon, là, j'ai pas mis de gel aujourd'hui, mais normalement, je mets du gel. C'est vrai. T'as vu C'est vrai. Donc, je m'accepte petit à petit, mais voilà, quand l'image n'est plus là, en tout cas, je me sens mieux. Et c'est vrai qu'avec les 5 kilos sur cette photo, d'ailleurs, c'est cette photo que je mets partout. Dès que j'ai un truc à faire, je mets cette photo, c'est celle-là que j'aime, c'est à ça que je veux ressembler. Alors certes, j'avais 5 ans de moins, mais j'avais aussi 5 kilos de moins. Et c'est vrai que c'est important quand même. Bon, on arrive sur la fin de l'émission. J'aime bien toujours une petite phrase de fin, Gwendoline, à tous ceux qui nous regardent, qui auraient une problématique avec la relation au poids. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Alors, j'aimerais vous dire que vous êtes beau. Peu importe le poids sur la balance, c'est pas ça qui compte. Et tu es beau, Loïc, aussi. Non, je voulais te le dire. Non, mais je voulais te le dire. Non, mais en toute amitié. Au passage, c'est de se dire que finalement, on est beau, peu importe le chiffre sur la balance. Et qu'un jour, et je te le souhaite aussi, Loïc, on se dit que finalement, on s'aime, peu importe le chiffre. Et en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est possible de s'aimer comme on est et accepter que oui, il y a des périodes de la vie où on va faire tel et tel poids et c'est comme ça. Et en fait, rien n'est... Sinon, on est mort, en fait, hein. Rien n'est linéaire. Et voilà Merci, Gwendoline. mon mot de la fin. Et osez être vous, en fait, peu importe le poids, peu importe... c'est qu'un poids, finalement. Loïc, moi, je suis un peu embêté parce que moi, je suis Oui, t'es encore en construction. Je suis encore en construction de ça, ou en déconstruction plutôt, Oui, plutôt si on va être précis. Non, Qu'est-ce que t'aimerais dire Je suis sûre qu'avec tout le recul que tu as, il y a une forme de sagesse en toi, puisque tu sais les choses. Oui, après, comme je suis encore en chemin, peut-être la seule chose que je peux dire, c'est de se faire accompagner, c'est de pouvoir mettre des mots dessus, de pouvoir l'assumer aussi, de pouvoir dire aux gens qui te disent « mais non, mais t'inquiète pas, toi, t'as pas besoin de dire « mais si, en fait ». Comme je le dis à mes copains qui m'ont dit « mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette émission ?» Et où je dis « mais en fait, vous ne vous doutez pas de la souffrance qui est la mienne. » Et donc, on ne se doute jamais de la souffrance des autres. Donc, il faut l'assumer, la dire, et puis essayer d'avancer comme on peut.
Merci. Et j'espère que les copains vont regarder l'émission et ils vont bien comprendre comment Loïc souffre finalement. Je suis ravie de vous avoir eu tous les deux. Ça a été un réel plaisir. Merci. Merci à vous de nous suivre au quotidien. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des questions si vous en avez. Et je vous dis à très bientôt sur ABC Talk.